Cédric Verreault est communicant donc chez Catapulte Communication ici à Québec et avec lui, on va analyser les résultats dans la grande région de Québec. Et Cédric va nous proposer donc son post-mortem à lui pour chacun des partis. Et comment tu as appelé ça? Pas tes coups de cœur. Mes mentions spéciales. Ça fait un peu simplement Claudine. Oui, des mentions spéciales de Cédric. Tu nous ressors quelque chose des boulamites ce matin, Philippe. T'as même pas connu cette émission-là, je suis pas mal sûr. Ouais, ma mère l'écoutait, je m'en rappelle. Écoute, visiblement, tu manques comme moi de sommeil parce que ils nous ont fait coucher aux petites heures, les électeurs canadiens, hier soir. Pour ma part, j'ai attendu que les chefs se succèdent là, entre minuit 30 et 1h30 pour leur discours avant de call it a night, comme on dit au Canada anglais. On peut commencer par les résultats à Québec, si tu le veux bien, pour une analyse à chaud. Bon, essentiellement, on regardait 3 circonscriptions dans la région. Les comtés conservateurs sont allés aux conservateurs, les comtés libéraux sont restés chez les libéraux et en fait, c'est surtout le Bloc québécois qui se voit un peu éjecté de la région. Dans Québec-Centre, le comté dans lequel on se trouve, sans surprise, tant qu'à moi, Jaime Duclos a facilement été réélu. On parle d'une majorité d'environ 3300 voix en 2021 qui l'a plus de doublé hier soir. Ah ouais, carrément, j'avais pas vu on ces est passé chiffres-là. au-dessus des 7000, environ 500 voix de marge. Que donc, les M. doigts dans le Duclos, nez, comme on dit. de manière consistante depuis 2015, augmente sa marge de victoire. Tandis que dans Beauport-Limoilou, c'était tant qu'à moi la surprise de la soirée ici à Québec, un comté qui n'a pas été représenté par les libéraux depuis 2004, alors qu'il s'appelait Québec-Est. Eh bien, c'est l'ancien PDG de la Chambre de commerce de Québec, Steve Lavoie, qui a finalement été élu, défaisant la candidate bloquiste sortante, Julie Vignola. Donc, c'est des 10 pertes bloquistes au Québec, toutes au profit des libéraux, sauf une, encore dans la région de Québec, dans Montmorency-Charlevoix, un comté qui oscille toujours entre bloquistes et conservateurs. Eh bien, les conservateurs ont repris le comté des mains des bloquistes, toutefois avec moins de 1000 voix d'écart, la dernière fois que j'ai regardé ce matin au réveil. Donc, on parle de moins d'1% de différence entre les deux candidates. On pourrait parler, comme dans plein de comtés au pays, de potentiel recomptage judiciaire dans plusieurs circonscriptions. Oui, j'ai les chiffres dans le Québec-Centre sous les yeux. Effectivement, 7411 voix pour M. Duclos. M. Bérubé est arrivé deuxième. Tommy Bureau du NPD n'a pas fait fort dans la circonscription, 7,8 %. Ça doit être une certaine... c'est à l'image, tu vas me dire, des résultats. Où est-ce que le NPD a fait fort, Philippe? C'est une des questions qu'on peut se poser après la nuit dernière. Parce que, si les libéraux ont fait des gains aux dépens du Bloc au Québec, ailleurs au pays, c'est les conservateurs qui se sont illustrés malgré le fait que M. Carney s'accroche au pouvoir avec cette minorité. À la fin de la journée, les libéraux vont avoir fait un gain net de 8 sièges parce qu'ils ont essuyé quelques pertes en Ontario et dans le centre du pays. Donc, on peut parler d'une victoire qui est moins importante qu'anticipée pour les libéraux. Puis ça peut sonner fou parce qu'on a passé tout l'hiver, puis surtout tout l'automne. Et finalement, depuis 1 an et demi qu'on prédit une défaite cuisante des libéraux lorsque c'était toujours sous la houlette de Justin Trudeau. Et tous les modèles de projection électorale, les Québec 125 de ce monde, leur prédisaient une majorité, bien que courte. On parlait peut-être d'une dizaine de sièges au-dessus de la fameuse barre des 172 députés requis pour avoir une majorité au Parlement fédéral. Ils terminent finalement avec plus ou moins 168 élus. Donc, un revirement de tendance, un croisement des courbes dans les sondages qu'on n'en a jamais vu en aussi peu de temps dans l'histoire politique canadienne, qui aura malgré tout pas été suffisant pour leur garantir une majorité. Mon mot-clé pour les libéraux, puis en fait, c'est tiré du discours de M. Carney, c'est l'humilité. De jamais rien prendre pour acquis en politique. Il l'a souligné lui-même, M. Carney, pas que les libéraux aient été particulièrement arrogants pendant la campagne, mais de remporter une majorité encore plus grande que celle emportée par M. Trudeau en 2015. Après 10 ans au pouvoir, peut-être que ça aurait pu les mener à une certaine arrogance dans un gouvernement Carney majoritaire, qu'on ne verra pas. Ils vont en être davantage imputables et c'est non seulement le Québec qui gagne, tant qu'à moi, mais tous les électeurs. Oui, on dit que le Québec a la balance du pouvoir. Le Bloc québécois, pas le Québec, mais le Bloc québécois a la balance du pouvoir. Est-il le seul à avoir la balance du pouvoir? Si on fait un peu de mathématiques parlementaires, en effet, c'est le Bloc qui, malgré la perte du tiers de son caucus, pourrait détenir la balance du pouvoir avec ses 23 sièges. Il en manque à peine 4 aux libéraux, 3 une fois qu'on soustrait la présidence de la Chambre des communes, qu'il faut toujours inclure dans le calcul des votes nécessaires pour passer des projets de loi ou un budget, évidemment. L'essentiel des pertes bloquistes sont concentrées dans les couronnes nord et sud de Montréal. Puis on peut dire que pour la suite des choses, le leadership de M. Blanchet est sauf, contrairement à un Jamie Ting qui a démissionné déjà ou à un Pierre Poilievre qui va avoir bien la difficulté à s'accrocher. Le Bloc va
va vouloir un leader d'expérience pour naviguer à travers une prochaine législature qui s'annonce assez forte en tractation de coulisses, qui seront plus importantes que jamais. Surveiller d'ailleurs qui va agir comme leader parlementaire et comme whip du Bloc québécois. 2 rôles névralgiques pour la stratégie parlementaire, la gestion des votes, la discipline au caucus. Il va vouloir confier ça à des joueurs en qui il a confiance. Mais malgré la défaite cuisante du NPD, puis je pèse mes mots, je suis retourné dans mes livres, Philippe. C'est la pire défaite du NPD depuis 1935. C'est fou, hein? Ouais. Avec 7 élus en date de ce matin. Ça pourrait toujours changer. Ça pourrait baisser, tout comme ça pourrait monter. On se rapproche. En fait, le score le plus proche, là, qui est un petit peu plus contemporain, c'est celui de 1993, quand Audrey McLaughlin avait remporté 9 sièges. On est à 7 là, en date de ce matin. Jamie Singh qui a lui-même pas été réélu dans la circonscription de Burnaby. Mais une fois qu'on dit tout ça, oui, le parti est en voie de perdre son statut de parti officiellement reconnu à la Chambre des communes. Mais si on fait les maths, il manque 4 voix aux libéraux, 3 une fois qu'on soustrait la présidence de la Chambre. Avec les 7 votes du NPD, il y a matière à négocier, puis il y a matière à passer des projets de loi avec l'appui d'un caucus néo-démocrate, certes significativement réduit. Oui, absolument. Ça, c'était tes post-mortem ou tu... Il nous manque toujours les conservateurs. Vas-y, il ne faudrait pas plonge. les oublier. Ouais. Puis, pour ce qui est des candidats aux successions là, de nos 2 chefs en danger, là, M. Singh et M. Poilievre, là, avant de passer au Parti conservateur, on va quand même laisser le temps au corps politique de M. Singh de refroidir avant d'en parler. Mais, en fait, même si j'aimerais bien vous en parler, il n'y a pas de candidat évident à la succession de Jamit Singh. Donc, ça ajoute au problème du parti, puisque M. Singh a notamment déclaré hier soir qu'il allait seulement démissionner une fois un chef intérimaire de nommer. Ça va. Il y en a un qui va devoir en prendre une pour l'équipe, comme on dit. Mais la vraie course à la chefferie, avec la situation financière qu'attend sûrement le NPD, ça pourrait contribuer au fait que, malgré ce qu'on entend déjà depuis hier soir, on ne va pas repartir en élection de sitôt si on a un parti comme eux qui peuvent non seulement maintenir les libéraux au pouvoir, mais qui ont sûrement aucun avantage stratégique à retourner en campagne de sitôt. Évidemment. On se retourne vers les conservateurs qui, eux, forment la plus forte opposition officielle de l'histoire politique fédérale contemporaine, avec environ 144 députés. C'est un contingent qu'on en a rarement vu, à peine une quinzaine de sièges derrière le gouvernement. Donc, un vote très efficace et bien réparti régionalement chez les conservateurs, tout le contraire du NPD. Sauf dans Carleton, apparemment, puisque M. Poilievre a perdu son siège, dans lequel, pourtant, son siège de la banlieue d'Ottawa, dans lequel il était réélu sans interruption depuis 20 ans. M. Poilievre a été élu député là, quand il y avait environ 25 ans, en 2004. Et puis, c'est lorsqu'il forme le plus grand contingent de députés conservateurs, qui forme une opposition à la Chambre des communes, qu'il perd ce siège. On avait eu des signes avant-coureurs qui avaient circulé dans les médias. Le parti avait envoyé des ressources supplémentaires, humaines et financières, là, dans la circonscription. Ça n'aura pas été suffisant pour... Une circonscription dans laquelle il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux, apparemment. Entre autres. Les libéraux se sont fait fort de rappeler à ces électeurs-là que les conservateurs ont promis des coupes importantes dans la fonction publique fédérale. Oui, puis en fait, j'ai l'impression que les électeurs de Carleton ont peut-être coupé la tête du dragon conservateur, ont voulu peut-être envoyer un message qu'ils ne représentaient pas cette image d'un Canada uni dont on a senti vraiment l'emprise là, sur le narratif pendant la campagne. Ça veut dire que s'il veut rester chef et qu'il veut siéger, évidemment, il va falloir que quelqu'un lui donne son siège au sein de sa députation. Tu vois juste, Philippe, ça veut dire que M. Poilievre ne pourra pas donner la réplique à Mark Carney avant plusieurs mois parce qu'un siège ne se donne pas comme une poignée de change. Il faut tenir une élection partielle. Mais est-ce que le caucus conservateur va avoir raison de M. Poilievre avant cela? On se rappelle qu'ils n'ont pas été tendres avec leurs 2 derniers chefs, M. Scheer, M. O'Toole. Évidemment, ils n'ont pas eu les mêmes scores, même s'ils avaient tous les deux fait des scores très respectables. On verra bientôt, puisque c'est un mécanisme prévu là, dans la charte du Parti conservateur, que le caucus tient une espèce de vote de confiance à l'interne dans les jours suivant un scrutin. Contrairement au NPD, on a plusieurs personnalités qui se rapprochent peu subtilement d'éventuels starting blocks d'une course à la chefferie conservatrice. J'en nomme 3 très rapidement. On a le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a lancé une vidéo justement très peu discrète pendant la campagne électorale où il se présentait un peu à l'électorat canadien. Ça faisait très américain comme espèce de lancement là, à demi-mot sur les réseaux sociaux. On a la fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney,
Caroline Mulroney. Que beaucoup de conservateurs voient dans leur soupe, apparemment. Bien, évidemment, non seulement paraît-elle bien, elle s'exprime magnifiquement dans les 2 langues. Elle porte l'héritage de son père, donc elle est maintenant considérée franco-ontarienne pour y avoir grandi, évidemment, étant née à Ottawa, si je ne me trompe pas. Elle a publiquement appuyé Pierre Poilievre dans cette campagne, malgré la consigne de son patron, le premier ministre Doug Ford, de ne pas s'impliquer dans la campagne fédérale. Et justement, mon 3e nom à vous mentionner, eh bien, c'est Doug Ford lui-même, dont les commentaires assassins pendant la campagne n'auront certainement pas aidé les chances des conservateurs dans la province. Mais M. Ford, lui, vient de se faire réélire à son poste, donc lui ne souhaiterait pas une course à la chefferie trop précoce. Penses-tu qu'Alexandre Boulris pourrait être intéressé par la chefferie du NPD? Non, comme par la chefferie du NPD? C'est une excellente question. Écoutez, est-ce que M. Boulris veut porter la croix pendant toutes ces années-là? Ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il ferait un bon chef intérimaire? Probablement. Ça permettrait au NPD de ne pas complètement disparaître du paysage médiatique. Non, je parlais de chef, de vrai chef. Là. Ah oui, mais je le veux bien. En fait, comme je le disais, je vois pas de candidature évidente. Ouais. Mais en fait... Parce que si les chefs intérimaires ne peuvent pas normalement exactement. Puis en fait, chefferie, quel serait le meilleur service à son parti? C'est un peu ça la question. De porter la croix et être chef intérimaire et de permettre à son parti de vivre un peu dans l'espace médiatique, du moins francophone du pays, ou de laisser ça à une députée ou un député de l'Ouest canadien qui ne parle probablement pas du tout français, donc les condamne un peu à seulement parler à la niche électorale qu'il couvre déjà. J'ai quelques mentions spéciales s'il nous reste toujours du temps. Il nous reste du temps, vas-y. Alors, on peut quand même se tourner un peu vers le positif. Je vais commencer avec le Bloc québécois parce que, bon, malgré des pertes au Québec, il y a des belles entrées aux communes. Je vais entre autres souligner l'élection de l'écologiste Patrick Bonnin, l'ancien responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, qui a été élu pour le Bloc dans Repentigny. C'était une lutte chaudement contestée qui n'aurait normalement pas dû l'être, mais il succède à Monique Posé, qui était porte-parole du Bloc québécois en environnement, qui était appréciée du milieu environnemental. On a aussi pour le Bloc l'ancien journaliste et avocat Alexis Deschênes. Grosse victoire du Bloc. Grosse victoire, et puis c'est une des circonscriptions qui, dès que les premiers pôles ont fermé aux îles de la Madeleine, j'ai surveillé avec beaucoup d'attention. Ils se sont passés la POC pendant plusieurs heures, lui et Mme Boutillier. Oui, donc ils ont passé une belle soirée, comme on dit. Mme Le Boutillier, effectivement, ministre quand même, a été défaite. Une des rares défaites libérales, justement, au Québec, peut-être même la seule à vérifier. Bon, il y avait un contexte particulier, un microcosme là-bas. Il y avait du mécontentement aux îles de la Madeleine, toute la communauté des pêcheurs. Monsieur Deschênes, il faut savoir, c'est sa 3e tentative pour accéder à une fonction d'élu. C'était au provincial auparavant avec le Parti québécois, dans Trois-Rivières en 2014, dans Bonaventure en 2022. Il s'était justement établi en Gaspésie et puis donc, ça a payé pour lui. Il est retourné dans sa région natale, il est natif de là-bas. Oui, il y a beaucoup de péquistes qui l'auraient bien aimé dans leur rang, par exemple. Et M. Deschênes, comparé à bien d'autres bloquistes, peut remercier la révision de la carte électorale qui a inclus une bonne partie de Matane dans son comté. Et qu'est-ce qu'on a à Matane? Bien évidemment, un fort contingent d'électeurs indépendantistes avec un Pascal Bérubé au provincial. Du côté des libéraux, toujours au Québec, quand même saluer l'élection de la fondatrice du regroupement Poly se souvient, la survivante de la tragédie de Polytechnique, Nathalie Provost, qui a été élue dans Châteauguay. Bien hâte de voir si Mme Provost va accéder au Conseil des ministres, et ça va être un casse-tête pour M. Carney, on pourra s'en reparler, Philippe. Et finalement, bon, dans la catégorie douce amère, dans Richemont-Arthabasca, le député caquiste démissionnaire Éric Lefebvre a gagné son pari, et puis ça nous met la table pour le prochain scrutin à vraisemblablement avoir lieu au Québec, c'est-à-dire une élection partielle au provincial dans Arthabasca, qui devrait avoir lieu avant l'automne. Et ça, ce sera notre prochain scrutin avant les élections municipales. Donc, la saison des élections ne fait que commencer, Philippe. Oui. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Cédric, malgré la nuit très malgré la nuit courte. On va se reposer maintenant. Repose-toi bien. Bye-bye. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio